Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. 200 personnes de trop ont célébré le 41e anniversaire de la mort du dictateur espagnol Franco le 20 novembre à Madrid, place de Orient. Des militants d'extrême droite étaient réunis où Franco avait l'habitude de s'adresser à ses partisans. La mémoire invitant parfois à des détours, il est nécessaire de rappeler que le général Franco a gagné la guerre civile espagnole avec l'aide de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, qu'il a gouverné d'une main de fer jusqu'à sa mort à l'âge de 82 ans, persécutant et torturant les opposants politiques. Ils étaient 200 personnes de trop. Les titres de votre 20h. Napoléon Paoli, le choc des titans, nous en débattons avec Paul Turchi-Doriane et Philippe Perfettine. Nouvelle séquence, le débrief culturel du débat avec le libraire Marcel Petrichol et notre cinéphile Xavier Affre. Deux grandes figures insulaires qui ont marqué l'histoire. Napoléon Paoli, le choc des titans, c'est le débat du soir avec Paul Turchi-Doriane et Philippe Perfettine. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. Bienvenue dans Pendant le 20h. Et encore bonsoir Philippe. Alors, on ne va pas tomber dans la caricature. Je sens, Philippe, que vous n'avez pas envie de cela. Vous aussi, Paul, opposer Napoléon et Paoli. Eh bien oui, nous allons le faire tout de même. Voilà. C'est comme ça. On dicte les règles. Alors, Paul Turchi-Doriane, vous le connaissez, il vient très régulièrement dans cette émission, historien, pour débattre. Et Philippe Perfettine, c'est votre première en tant que débatteur. Nous vous verrons plusieurs fois, je l'espère, dans cette émission. Je le répète, il ne s'agissait pas de tomber dans la caricature. Ce qui nous intéresse, c'est de comparer les personnalités, de comparer également la trace qu'ils ont laissée dans l'histoire. Paul, comme le disait Victor Hugo, vous n'admirez pas Napoléon, mais qui admirez-vous donc? Paoli? Voilà, tout à fait. Non, et on peut avoir que de l'admiration, je dirais, pour les deux personnages. Et c'est vrai que, quand on essaie en tout cas de faire de l'histoire réellement et pas de la mythologie politique, on s'aperçoit que les deux personnages sont fascinants et on le disait tout à l'heure, sont complémentaires aussi. Et donc, il est très difficile de les mettre en opposition. Alors, sur quoi est-ce qu'on peut les mettre en opposition? Sur peut-être l'image qui leur a été affectée, une image, encore une fois, politique ou mythologique. Donc, Napoléon, comme je le disais tout à l'heure, cette vieille France un peu ringarde, qui sent la poussière et la théière avec les effigies sur la porcelaine. Et Pascal Paoli, le porte-drapeau de la lutte nationaliste, indépendantiste, autonomiste corse. Mais après, historiquement en parlant, et au niveau des personnes en elles-mêmes, enfin des personnages en eux-mêmes, il y a quand même une complémentarité, une succession qui est... Alors j'ai plein de pistes, moi, pour essayer de vous les opposer. Ne vous inquiétez pas. Personnage figé, dans de la porcelaine, caricatural, parfois, souvent. Folklore. Trop souvent. C'est une maladie française, moderne, d'avoir abordé de façon médiocre tout ce qui touche à la grandeur. C'est comme ça, c'est un fait. Et surtout quand on voit comment on traite ailleurs la figure de Napoléon, la figure de Paul, même aux États-Unis, la figure de Pozzoliborgo, parce qu'on l'oublie trop souvent en Russie, ce sont des grands, qu'on le veuille ou non. Maintenant, les opposés, en tout cas opposés Napoléon et Paul, enfin Paoli et Napoléon de manière chronologique. Oui, de manière chronologique. Non, parce qu'il y a 44 ans d'écart, c'est un grand-père avec son petit-fils. Napoléon rêve Paoli quand il est jeune, après il y a une mésentente politique, générationnelle, tout ce qu'on veut. Mais Napoléon, sans Paoli, il n'aurait pas été comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire que Paoli a participé à la construction intellectuelle aussi de Napoléon, Philippe? 100% oui. Et il a d'autant plus participé que, une chose amusante qu'on oublie de dire, que Paoli, à la fin de sa vie, quand il est en Angleterre, il dit de Napoléon, après avoir refusé de rentrer en France au service de Napoléon, il dit... Napoléon, c'est la plus belle revanche de la Corse sur la France. Il nous a vengés, oui. C'est extraordinaire de dire ça. Non, effectivement, voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsque vraiment on rentre dans les personnages, la filiation est plus qu'évidente. On ne va pas revenir aussi sur ce qui a été mis en lumière par Roger Hunt ou le film Les Exilés de Renato Frassati, même si on est un peu loin de l'histoire quand même,
puisque bon, c'est une un peu construction onirique et un peu allégorique, mais il y a cette filiation indéniable, intellectuelle, et aussi de l'excellence. Parce que je crois que ce qu'on a perdu, surtout en France et en Corse, c'est le goût de l'excellence. Et ces personnages-là, ce qui devrait en premier nous inspirer, c'est ça. Alors néanmoins, nous allons continuer à les opposer. Bien sûr. Oui, évidemment, vous commencez à me connaître. Vous commencez à me connaître. Parce qu'en préparant cette émission, Philippe Perfettine m'a envoyé un document et il a écrit cette formule qui a retenu mon attention. Paoli, vainqueur du match par arrêt de l'arbitre. Oui, je confirme. Lorsque vous me demandez qui est-ce qui gagne entre les deux, même si les opposer brutalement, comme on l'a fait ces dernières années, ça n'a pas de sens. C'est Paoli qui arrive en premier. C'est Paoli qui fait les événements en Corse et au bout du compte, il construit. Par arrêt de l'arbitre. Il construit. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. C'est l'arbitre qui a. C'est qui Marbeuf, Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Qui est donc l'arbitre? Ce qui est intéressant, c'est que historiquement, finalement, comme on le disait encore une fois tout à l'heure, il nous a vengés. C'est-à-dire que quand Paoli perd, quand les généraux de Paoli, la plupart aussi, il faut le dire, se retournent contre lui et adhèrent un petit peu à la France pour pouvoir sauver les meubles, un peu comme le père de notre ami Napo. Il reste quand même cette construction magnifique de la Corse indépendante, de la nation corse, qui est la Constitution. Bon, on va pas revenir dessus, l'université, la Constitution, et encore une fois, ce goût du dépassement et de l'excellence. Parce que la création de l'université, c'est pour que, justement, les meilleurs parmi le peuple puissent accéder à des fonctions dans la nation, etc. Ce que fera aussi Napoléon plus tard. Et là, on voit que surtout sur ce dépassement de soi individuel, mais aussi collectif, là, il y a clairement Et justement, un petit peu plus tard, quand les frères Bonaparte prennent le pouvoir par le coup d'État du 18 Brumaire, on parle de la partie républicaine. Bonaparte, Napoléon consul, et Lucien, ministre de l'Intérieur. Ils ont appris, ils sont très jeunes, ils ont 30 ans et 25 ans. Où est-ce qu'ils ont appris la gouvernance? Si c'est pas en Corse, avec l'exemple de Pascal Paoli, je me demande bien où ça peut être. Et effectivement, il y a ce culte donné immédiatement à la méritocratie, et ce qui a contribué au succès de l'aventure napoléonienne. Il y a aussi ce côté, justement, parce qu'on parle souvent de Paoli démocrate, même si, quelque part, on est plus proche de la philosophie du tyran éclairé, avec une démocratie particulière, parce que Paoli, même s'il y a le principe de séparation des trois pouvoirs, bien souvent, il rend aussi la justice lui-même. Il se déplace en Corse pour rendre la justice, etc., la fameuse Justitia Paolina. Donc, il y a une forme de tyran éclairé, et on le retrouve, bien entendu, chez Napoléon, qui aura le même principe, donc un peu plus violent et un peu plus mondial, européen en tout cas, mais voilà, le principe législatif, le principe de l'éducation, le principe de l'excellence, du dépassement, et de reculer toujours les frontières intellectuelles, puisque c'est Paoli le philosophe qui passe le témoin à Napoléon le militaire et le politicien. Alors, qui avait, selon vous, le plus d'ambition pour son peuple? Là, il y en a un qui va me dire, mais quel peuple, Non. Il y a un problème de peuple, là. Il y a effectivement un problème de peuple. Paoli, il fait de la Corse une nation, très bien. Moderne. Napoléon, il n'a pas de limite. Aucune, zéro. Si ce n'est celle de sa grandeur. Et tout est inféodé à cette grandeur-là. Il pense à lui, c'est son émancipation, son affirmation, sa légende, d'abord, et tout est au service de cela. C'est très américain, D'où le culte des Américains. D'où le culte des Américains. En revanche, Paul, il pense son peuple, il pense son île dans la Méditerranée, une nation indépendante qui va s'émanciper. Mais il y a une limite géographique. Alors, qui comprenait, je vais faire un glissement sémantique, qui comprenait le mieux son peuple? Vas-y. Je pense que c'est Pascal Paoli, qui suivait en plus les doctrines des théologiens de l'époque, qui étaient très proches du peuple aussi. Et du coup, il était dans cette lignée philosophique qui disait que chaque homme a le droit de pouvoir s'élever et être libre. Il pensait liberté là où Napoléon pensait conquête. Et effectivement, la seule ambition réelle de Pascal Paoli a été celle-là. Ça a été de donner, une possibilité d'autodétermination à son propre peuple. Napoléon, effectivement, son peuple, il mesurait le monde à sa propre... Paoli, il pense collectif. Napoléon, il pense individu. Et même s'il le dit en toute modestie, je me suis élevé de rien à être le plus grand monarque. Et avant lui, il fallait être privilégié pour réussir. Après lui, tout le monde a sa chance. C'est lui qui invente ça. Dans le monde, c'est lui. C'est lui le premier à faire ça. En ce sens, il peut servir d'exemple au peuple. Maintenant, dans la considération qu'il a des peuples,
que ce soit en France, en Corse, vous avez raison, oui. en Prusse, C'est bien. en Russie. C'est un brutal. Hein. Ouais. C'est un brutal. C'est un peu la partie qui me déplaît chez lui. C'est ce mépris de la diplomatie au profit de l'art militaire. La conquête, Mais bon, en même temps, c'est un général. Hein. Il est formaté pour ça. Le plus moderne, quand je dis moderne, qu'on se comprenne bien en fait, hein, celui qui est le plus en phase avec la société, celui qui arrive aussi à voir plus loin, y compris d'un point de vue des idées. Hein, c'est ça qui nous tout à fait, intéresse. ouais. Hein. À moi. Si tu veux. Vas-y, Allez-y, c'est bon, vous- j'y vais. Celui qui voit le plus loin, Napoléon, il invente un monde. Il invente un monde. Paul, il met en pratique les idéaux des Lumières, ça personne ne peut le lui enlever, même si on l'a oublié dans l'histoire. Dans les Ce histoires, ce rôle fondateur a été oublié, sauf par les Américains, c'est étonnant. Mais l'autre, je vais me cacher derrière Hegel. Hegel dit que l'absolu s'est incarné dans Napoléon. Il le voit, hein, il le rencontre. Hein, il vient de finir d'écrire la phénoménologie de l'esprit. Et la veille de la bataille de Iéna, où Napoléon va tout casser, il voit passer Napoléon à cheval. Il dit, wow, il en reste baba. Il a vu passer l'âme du monde sur un cheval. Il écrit. Et là, on en reparlera au paradis dans 2000 ans, sirotant quelques pastis. Non, mais en fait, c'est un autre Autour de Jésus. quelques jaunes. Ben, disons que oui, ça fait partie de ces conquérants légendaires comme Alexandre le Grand, voilà, et ces gens qui pensent plus loin que le monde en fait. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire, on peut pas arrêter ou dire voilà, Napoléon se serait arrêté s'il avait conquis le monde. Je pense même pas. Même pas. On va pas dire qu'il serait monté dans la fusée spatiale. On va pas faire de la SF ou quoi, mais pour conquérir Mars et voir d'autres dimensions, ou galaxies. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait réellement pas de limite. Paul, ça reste être un humain qui pense et qui rêve. Et qui rêve une nation libre et qui rêve les hommes libres, alors que Napoléon, il veut croquer le cosmos. Alors intellectuellement, qu'est-ce qui les rapproche si on arrête de jouer l'opposition et que justement on s'intéresse à ce qui peut être des points d'accord, de raccord, de Intellectuellement, similitude. il y a une cette filiation de saint Thomas d'Aquin, de Genovese. Non mais voilà, c'est intéressant ça. J'irais la filiation avec saint Thomas plus des d'Aquin. lumières, je pourrais dire des lumières italiennes que des lumières françaises. Ouais. Et donc c'est cet héritage-là qui fait que Napoléon surprend la France. Parce que la France ne s'attend pas à un Napoléon. Voilà, c'est moins qu'on puisse dire. Personne s'y Surtout attend. quand il y a le coup d'État. Ils ne s'y attendent vraiment pas. Ils sont déjà bien au chaud dans les fauteuils en cuir. Mais voilà. Mais Paul, il transmet ça parce qu'il a transmis à son peuple quelque part ça. Ce qui fait qu'on, nous aussi, maintenant, aujourd'hui, nous rêvons de Paul 250 ans plus tard. Et il le transmet à Napoléon qui, après, en fera ce qu'on en sait. Hein. Plus modestement, ce qui les rapproche, c'est la curiosité intellectuelle et l'érudition. La lecture, beaucoup de lecture. Beaucoup de lecture, ouais. Énormément. Après, on voit ce que ça donne. Hein. Ouais. Voilà. D'un point de vue des opinions, je dis bien des opinions insulaires, parce qu'il y en a plusieurs, comment se fait-il selon vous, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, que on a, au-delà du folklore, on en a souvent parlé tous les deux Philippe, hein, il y a comme un problème, une rupture avec l'idée napoléonienne, l'idée de l'héritage Napoléon. C'est pareil pour les deux, hein, Paul et Vous Napoléon. trouvez aussi que c'est Oui, le c'est cas pour Paoli? Il y a un héritage partiel. On ne prend pas les deux dans leur globalité et dans l'intérêt qu'on peut avoir pour eux et ce qu'ils peuvent apporter à la Corse en tant que figure totémique. Beaucoup ce mot. Tutélaire, ouais. Et on a deux, trois, je mets Pozzo-di-Borgo dedans aussi. Oui, Parce qu'on le néglige souvent, mais voilà, une partie C'est trois bons hommes, et Lucien Bonaparte, on peut tous les mettre dedans, qui ont réussi à des degrés absolument exceptionnels à une époque où personne ne les attendait. On attendait ces gens sortis d'ici. On ne savait même pas ce que c'était la Corse, ou très peu, surtout du temps de Paoli. Et pourtant, ils ont rayonné, et rayonneront encore, dans 2000 ans, on parlera encore d'eux. Et ça, on ne se l'est pas encore approprié comme il faut en Corse. Moi, je pense que réellement, il y a Rapidement. effectivement cette histoire de vieille France et de nationalisme. Donc, effectivement, maintenant, c'est vrai que Pascal Paoli a toutes les sauces. Voilà, lorsqu'on évoque Pascal Paoli, de suite, on est catalogué nationaliste. Et lorsqu'on parle de Napoléon, on a tendance à plutôt être catalogué ajaxien, républicain, Bonapartiste. voilà, bonapartiste, etc. avec les toiles d'araignée autour des oreilles. Enfin bon, un truc cataclysmique. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est Vous allez vous effectivement. faire plein de petits copains. Je vais me faire beaucoup d'amis, surtout
sur Ajaccio. Je te défendrai, va. Ouais, merci Philou. Mais bon, ça ne doit pas être très violent non plus. mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a une vraie modernité là-dedans et qu'il faut les redécouvrir. Parce que voilà, Philou le disait maintenant, le problème c'est qu'on est dans une médiocratie totale et complète, avec la marchandise comme spectacle, et on ne produit plus de ce sorte de personnages parce qu'on se tire vers le bas. Allez, 40 secondes, vous connaissez la règle de l'émission, 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments les plus forts. Le choc des titans, Paoli face à Napoléon. Pour vous, qui est le vainqueur? Et ne me dites pas ex aequo, hein. Non. Je suis pas d'accord. Je me planque encore une fois derrière un grand, derrière Chateaubriand, qui n'aimait pas beaucoup Napoléon. Mais lorsqu'il est mort, il a écrit que c'était un le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Pardon. Voilà. Pas la peine de continuer sur les 40 secondes. Paul, notre réalisateur, vous pouvez arrêter là le chrono, parce que tout est dit avec Chateaubriand, argument d'autorité. Vous, mon cher Paul. Bon, il était quand même beaucoup plus sexy Paul que Napoléon. Allez. Non, franchement, moi, je suis Pascal Paoli. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on peut se cantonner à Napoléon, qui est la figure spectaculaire, totémique, tu disais, tutélaire, voilà, mais historique et majeur en Europe et dans le monde. Mais quelque part, comme tu le disais très justement toi-même, et tu l'avouais un petit peu, hein, coming out, Pascal Paoli, sans Pascal Paoli, pas de Napoléon. Et c'est ça. Et ce que je retiens, moi, surtout, je ne citerai pas les auteurs qui parlaient de Pascal Paoli, je citerai Pascal Paoli lui-même. Il faut qu'on se rappelle que Studia et Libertà. Oui. Alors, vous l'avez compris, notre idée, c'était pas de tomber dans la caricature, même si nous étions à la lisière. C'est aussi de s'intéresser à ces deux grandes figures de l'histoire. L'histoire, point. Je peux dire l'histoire, et d'en débattre avec nos deux, notre paoliste et notre qui vire un peu paoliste. Non, Napoléon. Un homme universel. Un homme universel. Merci en tout cas à vous deux. C'est une nouvelle séquence que nous vous proposons. C'est le débrief culture en compagnie de notre libraire Marcel Petrichol et notre cinéphile Xavier. Je souris parce que nos deux débatteurs ont mis un peu de temps à se soulever. C'est le moment du débrief culture. Bonsoir à vous deux, oui, à se soulever littéralement. Vous avez vu comment Paoli et Napoléon. Vous allez vous aussi débattre de ces deux figures, mais avant, comme nous le faisons à chaque fois qu'il y a un débrief culture, je le dis, nouvelle séquence, c'est la troisième. Un mot sur un débatteur. Votre choix, Marcel, qu'avez-vous retenu ? Le mot filiation entre les deux. Oui, d'accord. On s'y attend pas, c'est là. Ouais. Le mot filiation, ça c'est... Voilà. Xavier ? Filiation entre Pascal Paoli et Napoléon. Moi, je retiens Hegel, Chateaubriand. Je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Ça va être Ça vous plaît, Derrière, ça va être... Ah oui, c'est formidable. Alors, ce moment débrief culture, c'est nous revenons en fait sur le débat que vous venez d'assister, mais par le prisme de la culture. Et nous allons commencer avec vous, mon cher Marcel, parce que Xavier fait très souvent long, donc je préfère commencer avec vous. Et les bouquins, Il va être court, la bande dessinée, plus exactement. Et les bouquins, oui. Puis je vais commencer moi aussi par une citation. C'est Napoléon qui le dit. Quel roman que ma vie. Ah oui. Voilà. Alors savez-vous combien il y a de livres qui ont été écrits sur Napoléon ? Non. 80 000 ouvrages 80 sur 000 Napoléon. ouvrages. C'est plus que le nombre de jours depuis sa mort. 71 000 à peu près. C'est impressionnant, hein ? C'est un peu plus que sur Philippe Martin. C'est un peu plus que sur Philippe, voilà. Tout petit peu plus. Hein. Et là, je vais citer aussi Jean Tullard qui a dit « Seul Jésus a fait mieux Ouais. ». C'est pas mal. Alors, la bande dessinée s'est très peu intéressée à Napoléon. Il y a eu quelques années, dans les années 80 un petit peu, mais il n'y a pas eu grand-chose. Et là, ça fait 4-5 ans, ça foisonne. Il y a des éditeurs qu'on ne connaît même pas qui sortent des BD sur Napoléon. Il y a du Philippe Perfetti. Voilà, tu m'adores que Philippe est derrière, il Bien pousse. sûr. Donc, tout n'est pas bon. Donc, j'en ai choisi deux. La première s'appelle tout simplement Napoléon, de 1769 à 1821. C'est de Noël Simsolo et de Fabrizio Fiorentino, sous la haute direction de Jean Tullard. Encore. Ouais, mais Napoléon sans Jean Tullard, C'est c'est pas pas Napoléon. On n'avait pas référence un peu plus moderne. Parce que Tullard, c'est dépassé, là. C'est pas bien ça. Alors, cette bande dessinée. Donc, c'est chez Glénat et chez Fayard. Mais tout simplement, c'est une collection qui s'appelle Ils ont fait l'histoire. C'était vous, est-ce qu'il n'y a que des one-shots, donc un tome. Mais naturellement, comme c'est Napoléon, il en fait en 3 tomes. Le coffret vient de sortir. C'est tout simplement la bio la plus complète qu'on puisse trouver en bande dessinée sur Napoléon. Encore une fois, Jean Tullard a veillé à ce qu'il n'y ait aucune erreur historique, que toutes les anecdotes soient vraiment plus que vérifiées.
on ne dit rien, mon cher Xavier. Ça suit l'ordre chronologique, bien sûr. Quant au dessin, c'est un Italien, c'est un auteur de comics, il est connu dans le milieu des comics. Dessin super réaliste, très j'ai stylisé, vu, on a très vu maîtrisé. quelques planches. Voilà, c'est très très bien. Le découpage, quelques planches. les cadrages, magnifiques. Là où ça pêche un petit peu, c'est au niveau des couleurs. Elles sont très vives. Pour moi, trop vives. C'est là où on sent vraiment qu'il vient du comics. Ça gâche un petit peu l'ensemble. C'est dommage. Donc c'est une BD qui s'adresse aussi bien aux amateurs de Napoléon qu'aux amateurs Deuxième de BD, rapidement. Deuxième BD, La bataille de Richaud, Gilles, est tirée du roman qui est le prix Goncourt de Patrick Rambaud. Cette bataille, c'est la bataille d'Essling. Elle a une particularité, cette bataille, c'est pour ça que s'intéressait Patrick Rambaud. C'est la première fois dans une bataille qu'il y a eu autant de morts en si peu de jours. 3 jours, du 20 au 22 mai, il y a eu 45 000 morts. Ça s'est soldé par un match nul. Voilà. Et surtout, dans cette BD, le souci de la reconstitution des dessins, ça va jusqu'au bouton des costumes qui sont vraiment à l'identique. Et les scènes de bataille sont absolument hallucinantes. Il y a des plans panoramiques. On est en plein cœur de la bataille. On aime bien les plans panoramiques en bande dessinée. Voilà. C'est brutal, c'est bestial. C'est la guerre dans toute son horreur, son atrocité. 2 bandes dessinées pour poursuivre le débat autour de Napoléon. À vous, mon cher Xavier. Et le cinéma, Là, le match est gagné d'avance. Hein. C'est Napoléon, ouais. hein, 700 films, 350 adaptations télé, notamment la mais le médiocre match est gagné d'avance adaptation. sur les deux. Oui, mais la médiocre adaptation, vous savez, avec Christian Clavier, qui n'a de Quelle Napoléon que la adaptation taille, finalement, Quelle petit. adaptation Je ne vois pas de laquelle vous parlez. Oui, on l'a rappelez-vous, zappé, finalement. Sauf que, si, ça peut être intéressant, on pourrait faire presque un parallèle avec Clavier, grandeur et décadence de sa carrière et de Napoléon, Voilà, c'est fascinant. Ça, c'est fait. Mais, donc, du coup, plus de 700 films, c'était dur de faire un tri, mais l'idée, c'était peut-être de montrer un peu ce qui a été abordé dans le débat tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être moi l'aspect guerrier, l'aspect invasion napoléonienne, non-respect du droit des peuples aussi en Europe, parce que Napoléon est une figure passionnante, fascinante. Il y a plein de films, les lignes de Wellington, par exemple, notre film. Comment ne pas parler d'Abel Gance, qui a, je pense, fait peut-être pas l'œuvre somme, mais qui a essayé de se prendre pour Napoléon et qui s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis, parce que de 6 films, on arrive à un film qui est monstrueux, qui est tout ce qu'on veut, mais qui est un peu à l'image de Napoléon. Voilà, je pense que c'est un film vraiment hommage. Et puis, vous avez plein de films. Alors moi, je sais que vous adorez Woody Allen. J'ai voulu voir un petit côté décalé. Alors Woody Allen qui filme Napoléon, c'est extraordinaire, on s'y attend pas forcément. On va voir quelques images. Et on le voit dans Le Guerre et parler, Amour. Voilà, c'est un film des années 70, 75. Alors Woody Allen qui joue un soldat russe, déjà on rigole quand même parce que bon, si vous voulez, ça c'est surprenant avec Diane Keaton. Et ce soldat russe se retrouve finalement embarqué dans une histoire, il va épouser sa cousine, adaptation très libre de Tolstoï, on a bien compris. Voilà, plus que livre, référence à Bergman, référence aux Marx Brothers, il se fait un petit peu plaisir. Et on voit lors d'une scène Napoléon, justement, alors qui est assez étonnant. Et ce Napoléon, je crois que, mon cher Philippe, cela vous plaît bien, parce que si je vous lis Strickland, vous voyez quelque chose ? Non. Vous connaissez pas Retour vers le futur. Bien sûr. C'est le personnage, donc Herbert Lom, qui joue dans Retour vers le futur. Et alors là, Woody Allen, c'est pas un film sur Napoléon, mais c'est très drôle. Il est chargé d'assassiner Woody Allen, donc d'assassiner lapsus. Napoléon. Ouais, mais c'est bon lapsus. Non, d'assassiner. Ça, c'était l'œuvre de Trump. Oui. Non, d'assassiner Napoléon, évidemment. Donc, vous voyez, dans le cinéma, il y a 50 000 choix, et peut-être un regret pour terminer quand même, c'est la non-adaptation de Stanley Kubrick. Qu'on aurait aimé voir, bien entendu, puisque là, ça aurait été un film extraordinaire. Alors, il y a plein de livres, notamment des livres. Pas, ça aurait été. Oui, voilà, je pense. Si, on peut avec Woody Allen, avec Stanley Kubrick, on peut s'avancer. Ça aurait été quelque chose de monstrueux, parce qu'avec le souci du détail de Kubrick, etc. Ça aurait été le film de sa vie, de toute façon. Voilà. Et du coup, sur Paul, il fallait quand même citer un petit quelque chose, Les Exilés, bien sûr, de Rinat Frassat, qui fait un peu le lien, la rencontre entre Paul et entre Napoléon. Une rencontre fantasmée. Voilà, on va dire, sans trop révéler un petit rêverie, peu. Voilà, parce que c'était un voyage un peu onirique auquel nous convie Rinat. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il manque un film, alors peut-être pas classique, je ne sais pas qui pourrait le faire, mais il manque un vrai film sur l'importance, à mon avis, de Pascal Paul. Et moi, si vous me permettez, je peux donner mon mais vous avez encore quelques minutes, mon cher Xavier. Voilà, j'aime bien Napoléon, je l'ai un peu redécouvert, même si on l'enseigne de moins en moins, ce qui est quand même dommage, mais peut-être qu'avec notre Calvin, qui va être élu dans pas longtemps, nous allons revenir aux grandes figures de l'histoire de France. Il ne peut pas s'empêcher. Il ne peut pas s'empêcher. Et c'est un peu dommage, mais Paul, il n'est presque pas enseigné. Alors, professeur vous êtes enseignant, Xavier,
il est cinéphile, chroniqueur pendant le 20h et enseignant, il fait décidément beaucoup trop de compatible, choses. Mais vous êtes enseignant, c'est quelque chose que vous proposez à vos étudiants de revenir Oui, sur moi Paoli je sais qu'à titre personnel, on est plusieurs collègues à faire au moins une fiche ou parler de Pascal Paoli quand on fait l'Europe des Lumières. Mais est-ce que tu le fais à titre personnel ou est-ce C'est qu'au pas niveau de imposé. l'Académie de C'est Corse pas il y a quelque chose imposé. qui De toute façon, t'impose c'est très clair, il faut quand même le dire. L'importance de Paoli, que ce soit pour la Révolution américaine, que ce soit pour la Révolution française, pour ce qu'il a lancé, on n'en parle pas. Tout comme on parle très peu dans les livres du premier département libéré en bien 43. sûr. C'est quand même bien dommage, et il faut quand même le dire. Et peut-être qu'un jour, il faudra se poser quelques questions, parce que figurez-vous qu'on doit aborder la Révolution française et les autres révolutions. Et pas un mot dans les manuels de l'influence de cette petite île, qui finalement est très grande à l'époque, et du travail de Pascal Paoli. Donc c'est quand même bien regrettable. Avec des références qui se font, on l'a dit un petit peu dans le débat, ailleurs, c'est ça qui est Bien fou. sûr. On prend les États-Unis, Dans le monde anglo-saxon, dans le monde anglo-saxon. Paoli est vraiment, dans des écoles privées même en Angleterre, enseigné, il faut le savoir ça. Hein. Et il y a en France, dans l'éducation nationale... Il y a des villes qui s'appellent Paul, il y a un exactement, tanker Paoli City. qui s'appelle Paul, oui, bien sûr. Merci beaucoup à vous deux pour avoir débriefé le débat. Paoli, Napoléon, vous le savez, le débrief culturel. Nous revenons sur le débat par le prisme de la culture. Nous vous proposerons cette formule-là de pendant le 20h régulièrement. Merci à vous deux, les chers amis. On se voit de toute façon, hein, évidemment, tous les vendredis pour la culture. à Jean Tullard que j'aime bien. On l'aura compris, Jean Tullard. Oui, mais bien sûr. Rattrape-toi bien, mon cher Xavier. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Je vous dis à très vite. Même mieux, même heure. Ça se passe pendant le 20h.